Saludos. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse de la OPA sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de la OPS et comme toutes les semaines, nous allons recevoir des questions par vous. Nous avons déjà reçu des questions par email et vous pourrez poser vos questions à travers le chat par le bouton UIA. Et s'il vous plaît, rappelez-vous d'inclure votre nom et votre média. Et je vous raconte que nous avons une interprétation simultanée pour l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et vous pouvez faire un clic sur le bouton Interpretation. La directrice, la docteure Carissa Etienne, va nous informer sur l'évolution de la pandémie dans la région, la situation contre la COVID-19 et l'occasion de la semaine de vaccination que nous célébrons justement cette semaine dans les Amériques. Et accompagne aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, sous-directeur de l'AOPS, et le docteur Sylvain Aldeguerri, qui est le gesteur des le commandant des accidents. Et je voudrais inviter la docteure Etienne pour qu'elle partage avec nous ses paroles d'ouverture. Merci Sébastien et une très belle matinée à vous tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence de presse. La semaine dernière, plus de 1 400 000 personnes ont été infectées par la COVID-19 dans notre région des Amériques et plus de 36 000 personnes sont mortes de complications liées à cette maladie. En fait, un quart des morts dues à la COVID signalées dans le monde entier la semaine dernière a eu lieu ici, dans le continent américain, sur le continent américain. De nombreux systèmes de santé, surtout en Amérique du Sud et en Amérique centrale, continuent toujours à avoir des difficultés pour gérer l'afflux de patients. Depuis le début de l'année, plusieurs pays de notre région signalent une augmentation de cas chez les jeunes liée à une exposition plus importante et au fait qu'il n'y a aucune vaccination de ces groupes d'âge. Cela a conduit à une augmentation des hospitalisations. Et le séjour à l'hôpital de ces groupes d'âge est généralement plus long que ceux des sexagénaires. Donc, l'OPS recommande au pays de préparer à affronter ces soudaines augmentations dans la consommation de ces denrées critiques comme l'oxygène, les médicaments pour la réanimation, et les équipements de protection personnelle et les pompes à infusion. Les taux d'infection au Canada ont dépassé les chiffres des États-Unis pour la première fois dans la pandémie. Des nouveaux cas surgissent également aux Caraïbes, dans les Caraïbes et en Guadeloupe, en Martinique et dans les Bahamas. Anguilla a signalé plus de 60% de ses cas totaux ces 7 derniers jours et les cas hebdomadaires ont doublé à Porto Rico au cours de la même période. Presque tous les pays d'Amérique centrale signalent une augmentation des infections. Les hospitalisations sont à leur pic au Costa Rica et nous attendons à ce que plus de patients aient besoin de soins primaires vu que le pays a connu un bond de 50% de cas cette semaine dernière. Les hôpitaux du Guatemala ont également atteint leur capacité maximale. Les infections connaissent une flambée dans toute l'Amérique du Sud. Les infections en Colombie vont atteindre leur niveau de janvier et les lits de réanimation commencent à manquer dans la plupart des grandes villes comme Bogota et Medellín. Au Pérou, en Bolivie, en Argentine et l'Uruguay signalent également une augmentation de leurs infections. Ce n'est donc pas surprenant que de nombreux pays de notre région aient renforcé leurs mesures de santé publique en étendant les
les couvre-feux, en limitant les réouvertures et en imposant de nouvelles mesures de confinement. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais vu comme les infections sont en augmentation, c'est exactement ce qui doit arriver. Nous savons comment c'est l'efficacité de ces mesures et nous félicitons les leaders de notre région parce qu'ils placent la santé en premier. Cette semaine, plus de 317 millions de doses de vaccins contre la COVID ont été administrées dans 49 pays et territoires de notre région. Sur tous ces pays, près de 7 millions de ces doses ont été achetées à travers le mécanisme COVAX et 470 000 sont en chemin vers le Guatemala, la Bolivie et la Jamaïque. Ces prochaines semaines, euh, les pays de notre continent devraient recevoir leur deuxième livraison de COVAX et alors que les doses sont en quantité limitée, la plupart des pays devraient quand même observer une augmentation remarquable du nombre de doses disponibles par rapport à la première vague. Si on se fie aux critères d'allocation établis par le mécanisme COVAX, 9 pays de notre région commencent leur deuxième campagne, suivie par d'autres, comme pour la première livraison. Près de 7 millions de vaccins COVID vont arriver dans ces pays entre mai et juin. Les premières livraisons du mécanisme COVAX ont été une occasion importante de résoudre des problèmes avant que le rythme des livraisons s'accélère. Nous nous préparons pour ces livraisons, deuxième livraison des doses COVAX, et donc il faut tirer 3 leçons positives que nous avons prises jusqu'à présent. D'abord, il faut donner la priorité aux services de santé pour sauver des vies. Même si les plans de vaccination sont différents de pays à pays, la plupart des pays ont bien géré les choses en suivant les recommandations de l'OMS et de l'OPS et en donnant la priorité aux travailleurs de la santé et d'autres personnels en première ligne, en permettant de sauver des milliards de vies, de protéger les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies préexistantes. Deuxième bonne leçon, les mesures de santé publique. Vu que les stocks de vaccins sont en quantité limitée, ce n'est pas la vaccination toute seule qui va nous aider à en finir avec la pandémie et cette vaccination doit être complétée par des mesures de santé publique pour réduire le nombre de morts et protéger les systèmes de santé. Il faut continuer à nous laver les mains, à porter des masques et à respecter la distanciation sociale. Troisième bonne leçon, les investissements paient. En anticipation de l'arrivée des vaccins COVID, la plupart des pays de notre région ont investi dans des équipements à très basse température. Aujourd'hui, nous voyons que ces investissements ont payé vu que les livraisons ont pu être mis rapidement ont pu donner lieu à des vaccinations rapides, même pour les vaccins qui nécessitent un stockage à très basse température. Au fur et à mesure que les livraisons s'accélèrent, notre chaîne du froid vont être testées, mais elles sont déjà prêtes à relever le défi. Quatrième bonne leçon, l'expérience montre que les pays des Amériques ont adapté leur campagne d'immunisation à la COVID pour donner la priorité à des vaccinodromes loin des cliniques et des hôpitaux en organisant par exemple des vaccinations sans sortir de sa voiture et en recevant des campagnes porte-à-porte pour réduire les chances de transmission. Grâce à ces efforts, notre région a administré presque chaque dose qu'elle a reçue jusqu'à présent. Notre région a prouvé qu'elle peut distribuer avec succès les vaccins contre la COVID de façon rapide et efficace. L'offre reste quand même bien en deçà de ce que notre région a besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous enjoignons les pays à qui il resterait des doses, qui auraient des doses en excédent, de penser à faire des donations aux pays des Amériques où ces doses qui sauvent des vies sont urgentes et seront mises à bon escient, et ce de façon rapide. Les vaccins sont
très important pour les populations vulnérables comme nos migrants et les millions de personnes qui vivent à nos frontières. Nous avons observé des flambées et qui ricochent à travers notre région. Une vaccination plus large garantirait également que tous les gens et les économies vont pouvoir commencer à se rouvrir, à reconstruire et à reprendre des forces. Avec l'incidence en augmentation de la COVID-19, des variants de la COVID, le timing est vraiment primordial. Et pendant que nous avons nos yeux tournés vers les campagnes de vaccination, euh, c'est la campagne, la semaine de la vaccination sur le continent américain, donc il ne faut pas oublier l'importance de euh, continuer à pratiquer nos routines d'immunisation pour les autres maladies. L'an dernier, près de 500 000 enfants en moins dans les Amériques ont été vaccinés contre des maladies comme la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Et plus de 300 000 malheureusement ont raté leur vaccination contre la rougeole. Ces tendances ne sont pas nouvelles parce que depuis quelques années, nous avons vu la couverture de l'immunisation se réduire dans notre région. Les mesures de confinement ont été représentées des défis et quelques parents ont peur d'amener leurs enfants chez le médecin. Toutefois, nos systèmes de santé sont tout à fait bien préparés pour fournir ces campagnes de vaccination pour les autres maladies de façon sûre et dans la plupart des endroits, les vaccins pour les enfants sont administrés de manière séparée des soins apportés aux malades de la COVID. Donc, il ne faut pas rater ces campagnes de vaccination pour les enfants. Les parents, soyez vigilants. J'aimerais conclure en disant que en commémorant le travail de nos professionnels de santé qui, tout au cours de cette semaine, auront vacciné presque 100 millions de gens contre des maladies que l'on peut soigner comme la rougeole, la grippe et le papillomavirus humain et vont administrer près de 9 millions de doses de vaccins contre la COVID dans 31 pays et territoires de nos Amériques. Donc, nos travailleurs de la santé ont fait des sacrifices personnels extraordinaires et ont persévéré, ont tenu même dans les circonstances les plus difficiles. Nous leur devons de faire tout ce qui est à notre portée pour préserver nos communautés et nous-mêmes en nous faisant vacciner quand c'est notre tour. Merci, docteur Étienne. Nous allons maintenant passer la parole à répondre les questions. S'il vous plaît, écrivez-nous vous devez inclure votre nom et votre média. Nous avons plusieurs questions sur les variants C37 et Garcia du Comercio de Pérou et Gabriela du Nicaragua et également Aisling de Thomson Reuters. Au Pérou, on parle du variant C37 qui pourrait être un nouveau danger dans la pandémie et peut-être l'explication pour l'augmentation des cas au Chili. Quelle information a l'OPS sur ce nouveau variant, justement au milieu de ce rebond de cas au Pérou et au Chili? Gabriela demande aussi quelle est la recommandation de l'OPS face aux nouveaux variants dans la région et si Nicaragua est préparé pour faire face à ces cas du nouveau variant. Docteur Sylvain Alighieri, merci pour vos questions. Et il y a deux sources différentes. Je vais essayer de regrouper mes réponses. Les variants du SARS-CoV-2 est un événement biologique naturel et attendu. Ces variants peuvent être introduites ou apparaître dans n'importe lequel de nos pays. En réalité, à ce qui correspond au variant C37, ce variant est dérivé d'un autre variant qui a déjà circulé à niveau mondial, le B111. Et effectivement, ce variant
était déjà en train de circuler depuis décembre au Pérou. Et puis, les mois suivants, on l'a détecté également au Chili et au moins un cas en Argentine, au Brésil et en Équateur. Cependant, on n'a pas besoin de l'appeler andin puisque son origine n'est pas encore très claire. Et il a été détecté également aux États-Unis, en Australie, Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni. Ce variant partage quelques caractéristiques communes avec d'autres d'intérêt, mais il n'y a aucune preuve qu'on puisse affirmer une plus grande transmissibilité et plus grande létalité. Même si l'on a distribué, si elle s'est distribuée largement dans plusieurs zones de Pérou, elle co-circule avec d'autres variants qui sont présents dans la région. Et ce variant n'est pas encore dominant parce que donc il est trop tôt pour l'associer à ces nouveaux flambées de COVID. De façon un peu plus générale, et qui puisse s'appliquer à tous les pays de la région, il est important de maintenir ce contrôle des variants avec le contrôle de l'épidémie pour essayer de détecter à temps le changement des formes de transmission, par exemple dans les questions cliniques, par exemple gravité à cause de la létalité ou une faille dans l'efficacité des vaccins que nous avons en ce moment. Une réponse plus précise pour le Nicaragua. Le Nicaragua va recevoir du matériel pour faire un tamisage moléculaire et pouvoir détecter rapidement des variants de haute préoccupation. Et l'OPS travaille avec tous les pays de la région pour assurer l'identification précoce de ce variant et ceci va inclure le Centre national de diagnostic et référence de santé du Nicaragua. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Merci, docteur. La question suivante de Mariana de Efecto du Venezuela. Nous savons qu'on a notifié des effets secondaires dans les cas des vaccins de Janssen et de AstraZeneca. Mais est-ce qu'on sait quelque chose déjà sur des événements néfastes des autres vaccins qui n'ont pas encore été approuvés par la OMS et qui puissent être appliqués et qui sont appliqués en Amérique? Et ou est-ce qu'il n'y a pas des effets ou est-ce qu'on n'a pas encore reçu des notifications sur ces effets? Donc, quelles sont les informations que la OPS a ce sujet? Docteur Barbas Barbosa, merci. La vigilance post-marché, c'est comme on l'appelle, est une partie importante de la sécurité des vaccins, car tous les vaccins, avant d'être employés entre la population, doivent passer par des essais précliniques et cliniques qui vont établir quels sont les événements adversaires et dans quelle proportion. Et quand on parle de cet emploi de la vaccination de la population générale, on a des données du monde réel avec plusieurs millions de doses administrées. Donc, il nous faut avoir un bon contrôle de cette sécurité pour arriver à contrôler ces événements négatifs et surtout ceux qui n'ont pas été identifiés dans les nouveaux essais cliniques. Ceci n'est pas seulement pour les vaccins du COVID-19, ceci fait partie de la sécurité de tous les vaccins et médicaments qu'on emploie dans le monde. Il y a un système mondial de sécurité coordonné par l'OMS qui groupe tous les pays et tous les pays donc doivent notifier les événements adversaires sur les vaccins et médicaments. Nous, de l'OPS, nous travaillons beaucoup avec les pays pour essayer de renforcer leur système de sécurité post-marché, car c'est une façon d'assurer la sécurité des vaccins. Jusqu'en ce moment, nous n'avons dans la région aucune information sur les pays d'événements adverses qui n'ont pas été prévus dans les essais cliniques. Et
Ceci est informé de façon routinière à l'OPS et à la OMS. C'est un système qui nous avons inclus des informations en temps réel et quand on identifie qu'il y a un événement qui n'est pas prévu, là, on emploie une évaluation indépendante pour établir s'il y a un lien de causalité entre l'événement et le vaccin, car plusieurs fois, quand on emploie un vaccin avec des personnes plus âgées, par exemple, il peut y avoir des cas de décès à cause d'autres maladies qui n'ont aucun lien avec le COVID-19 ou le vaccin. Donc, c'est à cause de cela que tous les rapports doivent être évalués par cette commission. En ce moment, nous avons des rapports d'événements défavorables et pour la sévérité déjà prévue, ce sont des événements encore très légers, quelquefois un peu de mal au bras quand on prend le vaccin, quelquefois des symptômes qui semblent, par exemple, un rhume le jour suivant, mais qui passent sans aucun besoin d'une attention médicale plus accentuée. Merci. Merci, docteur. Et les prochaines questions sont de Luke Taylor de Scientific American et de Tobias Kaufer de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre des cas d'augmentation en Chili? Comment pouvons-nous expliquer ce renouveau, cette reprise des infections? Et Pourquoi les infections sont en augmentation en Uruguay et au Chili, même si le taux de vaccination est assez élevé? Le professeur Alguerri. Merci beaucoup, Sébastien, et aux deux journalistes pour cette série de questions. Le Chili et l'Uruguay ont tous deux des systèmes de veille excellents et ont été très proactifs dans le déploiement de leur campagne de vaccination. Les deux pays ont fait l'expérience d'une augmentation des tendances lors des premières semaines de 2021, y compris avec un impact sur leur système de santé primaire. Les comparaisons s'arrêtent ici, vu que, comme nous l'avons commenté souvent, le continent et quelquefois les pays eux-mêmes est une mosaïque de différents types de transmission et les pays ont utilisé des approches différentes pour la mise en place des mesures de santé publique et sociale. Au Chili, peut-être on atteint un plateau dans le signalement de nouveaux cas si on s'en fie aux données du ministère de la Santé. Pour ce qui est de la vaccination, le Chili a administré 61 doses pour 100 habitants dans les premiers mois de 2021, alors que l'Uruguay en a administré 44 doses de vaccin pour 100 habitants. Ces chiffres sont des moyennes sur toute la population et il existe différences en fonction des groupes d'âge. Il est important également de noter que les deux pays ont recours à des types de vaccins différents, mais qui nécessitent tous deux plusieurs doses, 2 doses, qui sont administrées de façon différente en fonction des groupes cibles de la population qui sont concernés. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que le premier objectif de la réponse par le vaccin est de sauver des vies, puisqu'on cible d'abord les groupes prioritaires qui sont plus susceptibles de développer des formes sévères de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle les campagnes initiales de vaccination ont ciblé tous les groupes d'âge et les groupes qui présentaient des maladies préexistantes. Donc, nous allons d'abord observer une baisse de la gravité des cas, donc une baisse du pourcentage de gens en réanimation. Et pour l'instant, on a les premiers indicateurs chez les plus âgés au Chili, des améliorations. L'effet de la vaccination sur la transmission globale est probablement encore limité au moment où je vous parle et ne commencera
n'apparaîtra que quand la couverture chez les jeunes adultes aura augmenté. Donc, cela va prendre, donc pour conclure, cela va prendre plus de temps avant que les pays observent un impact de leur campagne de vaccination, euh, vu la dynamique de la pandémie. Et il y a encore d'autres facteurs, l'ajustement des mesures de la santé publique, de même que le rôle potentiel des variants inquiétants peuvent peut-être contrebalancer de façon négative les effets de ces campagnes de vaccination. Donc, j'espère que j'ai répondu aux, euh, aux inquiétudes des deux journalistes sur ce sujet. Merci. Merci, docteur. L'autre question arrive de Blanca Valadez du Mexique qui nous demande le chancelier mexicain Marcelo Ebrard a critiqué les limitations du mécanisme COVAX et a appelé d'autres pays comme Espagne, Portugal, la communauté ibéro-américaine pour créer un front commun pour la production des vaccins. Donc, il nous demande quelle est l'opinion de l'OPS à ce sujet et si le mécanisme COVAX n'a pas bien marché et donc il est nécessaire d'avoir un autre plan comme celui qui a été proposé. Il faudrait savoir également si les pays peuvent être remboursés ce qu'ils ont déjà payé pour les vaccins de COVAX. Merci pour votre question. Je crois que l'ambassadeur du Mexique a déjà souligné des sujets très importants et dont nous avons déjà parlé dans les conférences de presse. La première question que oui, un accord mondial, une nouvelle règle, un nouveau traité qui puisse qu'on puisse faire un accord pour assurer une distribution équitable des vaccins produits. Nous devons encore, pendant certains mois, nous allons vivre cette situation d'avoir quelques pays avec beaucoup de vaccins, des pays développés et des pays de moyens revenus et faibles revenus sans accès aux vaccins dont ils ont besoin. Car selon les règles du marché, quelques producteurs sont en train de livrer 100% de leur production seulement vers les pays développés qui avaient déjà acquérir les vaccins préalablement. Donc, le mécanisme COVAX, en ce moment, a une production sa production de AstraZeneca dans 2 sites de production, l'un qui est en Inde et qui est très connu, car enfin, on l'a lu partout dans le monde, qui se trouve en Inde, vit un problème pour autoriser les exportations. Donc, tous les vaccins d'AstraZeneca produits dans l'Institut en Inde pour mars et avril n'ont pas reçu l'autorisation du gouvernement d'Inde pour qu'ils soient exportés. Donc, le mécanisme COVAX et l'OMS sont en train de faire des négociations avec le gouvernement de l'Inde pour essayer de faire un accord, pour essayer au moins de partager une partie de ces produits pour l'immunisation de l'Inde et le reste pour le mécanisme COVAX. Les autres producteurs comme Janssen, qui se sont engagés avec le mécanisme, vont livrer en juin, Pfizer également en juin, mais avec une quantité assez limitée. Donc, si on ne change pas les règles, je crois que celle-ci va être une réalité pour au moins les 2 prochains mois. Donc, je crois que plusieurs pays, d'une façon assez convenable, sont en train de souligner le besoin d'établir de nouvelles conditions mondiales pour essayer de répondre à la pandémie. Selon les règles que nous avons maintenant, malheureusement, cet accès inéquitable au vaccin est un défi et sans un changement des règles, il sera très difficile de passer cette situation, de résoudre cette situation. Donc, l'OMS vise rendre plus facile l'accès au mécanisme COVAX. Nous travaillons déjà, nous avons commencé une seconde façon de distribution du mécanisme COVAX vers tous les pays qui participent et qui sont prêts à recevoir les vaccins. Nous sommes également en train de faire une négociation avec les pays pour qu'ils puissent faire des donations de vaccins et avec certains pays
ont déjà annoncé cette donation pour qu'on puisse avoir un accès plus important des vaccins dans la région des Amériques. La négociation à travers le mécanisme COVAX, il y a plusieurs façons de participer de ce mécanisme. Il y a des pays qui ont une modalité de participation sur lesquels ils peuvent récupérer, oui, s'ils veulent sortir du mécanisme, ils peuvent récupérer ce qu'ils ont déjà dépensé. Mais je crois que la plupart des pays ont un autre objectif, celui d'élargir l'accès et permettre que le mécanisme COVAX puisse recevoir les vaccins des producteurs qui se sont déjà engagés et qui puissent également avoir d'autres producteurs commençant déjà maintenant en avril et en mai et ne pas attendre jusqu'au second semestre. Je crois que ce devrait être la proposition pour réunir les pays d'Amérique du Sud de façon à faire qu'ils aient un objectif d'élargir à tous l'accès nécessaire aux vaccins en Amérique latine et des Caraïbes. Merci. Merci, docteur. Plusieurs questions liées à la situation en Inde, en anglais. Cette semaine, le monde a été touché par l'augmentation des cas en Inde. Comment la situation en Inde est liée à la tendance de la pandémie en Amérique latine, en Amérique, sur le territoire. Merci beaucoup pour cette question. La région des Amériques se montre solidaire de la situation en Inde. Nous l'avons dit, les droits de santé sont un droit et personne ne devrait avoir à se battre pour accéder à des traitements qui vont sauver des vies, peu importe où les gens habitent, vivent. Notre région est toujours sous l'emprise de cette pandémie et beaucoup de citoyens de notre région ont été obligés de faire avec un manque d'offres et peu de, euh, de soins et un personnel complètement débordé. Donc, 4 mois, il y a eu plus de cas qu'en 2020 ces derniers mois. Donc, cela montre que nous n'arriverons à dépasser, à résoudre cette pandémie que par une combinaison d'un accès au vaccin rapide et équitable et avec des mesures de prévention efficaces. Cette pandémie n'est pas, elle n'est pas non seulement pas terminée, mais et tant que nous n'avons pas de vaccin pour tous ceux qui en ont besoin, il nous faut continuer à travailler sur la partie de la prévention. Quand les cas, il faut maintenir les recommandations de distanciation sociale, il faut renforcer l'usage de masques. Je sais que j'ai l'air de me répéter, mais il n'y a pas d'autre solution. Il est également important que les pays de notre région soient prêts à gérer une rapide augmentation des cas et pour faire face avec le personnel hospitalier, les fournitures et les lits d'hôpitaux qui peuvent se montrer nécessaires. La préparation à la menace a permis d'éviter de nombreuses morts l'an dernier. Il faut continuer comme ça pour sauver la vie de ceux qui sont exposés en ce moment. Donc, nous voulons manifester notre empathie et notre sympathie vis-à-vis des gens, de la population de l'Inde. Merci, Dr. Etienne. La question suivante est de Katia Rojas du Panama. La crise sanitaire que l'Inde vit, comment est-ce qu'elle va affecter la distribution des vaccins à travers le COVAX et surtout pour les pays AMC de la région qui la reçoivent sans aucune dépense? Comment est-ce qu'on a prévu le total des vaccins et quelles conséquences la suspension de l'approvisionnement de AstraZeneca aura en Inde, Monsieur Dr. Barbosa? Merci. Il y a un impact très important car nous avons 3 pays de la région qui reçoivent les vaccins d'AstraZeneca de l'Inde, la Bolivie, Haïti et Nicaragua. Mais avec l'interruption de l'Inde qui jusqu'à maintenant
n'a pas pris de décision, n'a pas pris encore la décision d'envoyer les vaccins, tous les autres pays vont souffrir une réduction importante car les vaccins d'AstraZeneca, d'autres producteurs, vont être partagés entre tous. Donc, la OPS travaille avec les producteurs à travers le mécanisme COVAX, assurer les livraisons pour le mois d'avril et de mai avec un certain retard, mais nous avons déjà commencé la seconde livraison et les pays doivent recevoir jusqu'à la première semaine de juin. Il nous faut toujours confirmer avec les producteurs les quantités, les dates, les chiffres et là, nous informons les pays. Mais ceci est un problème effectivement important car non seulement ces 3 pays peuvent être affectés, mais tous les pays du monde qui vont recevoir moins de vaccins pendant le mois d'avril et probablement le mois de mai. C'est vraiment, nous sommes déjà à un niveau élevé de négociation avec le gouvernement indien pour assurer un accord, mais il est important de souligner le besoin qu'il y ait d'autres pays qui ont déjà des vaccins, des pays développés qui ont déjà une quantité importante de vaccins et qui ont déjà, les ont déjà administrés, qu'ils puissent faire des donations et qu'ils puissent faire des accords avec les producteurs pour que ces producteurs comme Pfizer et Janssen et d'autres qui font partie de la COVAX puissent commencer immédiatement à rendre des vaccins au mécanisme. Je me semble que c'est la façon la plus immédiate de trouver une distribution plus équitable et pour permettre que cette inégalité dans l'accès n'augmente pas dans les prochaines semaines. Nous nous faisons beaucoup de soucis avec cette situation et de la part de l'OMS et de la COVAX, nous sommes en négociation permanente avec le gouvernement de l'Inde pour assurer un accord pour faire que l'Institut indien puisse vraiment respecter les contrats qu'ils ont avec le mécanisme COVAX. Merci, docteur. Et maintenant, la question qui est de Jacqueline du Salvador. La semaine dernière, la OPS nous a informé sur une hausse des cas en Amérique centrale. Elle voudrait savoir si ceci a déjà affecté le Salvador et à quoi se doit cette hausse des chiffres. Merci Sébastien pour cette question. Bon, je voudrais répondre dans le contexte de l'Amérique du Sud et centrale. En temps de pandémie, nous avons un mosaïque de différents systèmes de transmission et avec des pays qui parfois partagent des frontières. C'est le cas de l'Amérique centrale. La différence entre les systèmes de transmission avec le SARS-CoV-2 dépend surtout de l'implémentation stricte de modèles de santé publique et des différences dans les systèmes de sécurité. Ce ne sont pas des systèmes qui sont standardisés, mais des systèmes qui sont harmonieux avec des axes communs, mais avec des différences en termes de périodicité pour, disons, transmettre les informations. Ce que nous observons déjà il y a plusieurs semaines en Amérique centrale, c'est justement un rebond de transmission dans plusieurs pays comme Costa Rica et Guatemala. Et ceci se confirme à travers les données d'occupation, à travers les informations des unités de soins intensifs dans les hôpitaux. Dans le cas de Salvador, nous nous retrouvons dans un plateau, dans une situation de plateau entre décès et nouveaux cas. Et nous avons également des rapports du ministère de Santé du 24 avril que l'occupation des chambres d'unités intensives est en train de décroître. Dans tous les cas, ceci s'applique à l'Amérique centrale, mais également à d'autres sous-régions du continent. Et nous exhortons les pays
à faire un rapport journalier à travers les channels réglementaires et faire des tests rapides d'antigènes pour avoir un suivi plus précis des tendances pour justement permettre le premier niveau de santé. Salvador, depuis le second semestre 2020, a fait ses tests rapides d'antigènes dans ses laboratoires. Il est important également de souligner et de répéter qu'une situation épidémiologique avec un standard de transmission qui semble être sous contrôle peut se compliquer en quelques semaines si on n'arrive pas à adapter les mesures de santé publique aux chiffres que le système d'information épidémiologique nous fournit. J'espère avoir répondu à votre question du journal El Mundo. Merci, docteur. La suivante question est de Kadim Joseph du Observer Media de Antigua et Barbuda. La question est en anglais. Le nombre de gens qui se présentent pour se faire vacciner aux Antigua et Barbuda s'est ralenti ces dernières années. Il n'y a pas eu d'explication officielle donnée. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et qui pourraient être recommandées pour maintenir la campagne de vaccination en route malgré le scepticisme? Merci pour cette question. Sans aucun doute, pendant quelques années, nous avons vu une augmentation des gens qui hésitent devant s'ils doivent se faire vacciner ou pas. Disons que les vaccins qui ont été listés comme étant urgents par l'OMS se sont montrés efficaces pour prévenir les formes modérées et graves de la COVID-19. Ces vaccins sont sûrs et ils sont efficaces. Ce qui a lieu, c'est que les vaccins vont être la manière finale de sortir de cette pandémie et nous comptons sur la coopération pour que nous arrivions à cette phase. Comme vous avez entendu, M. Barbosa l'a dit plus tôt, notre région, pendant des décennies, il y avait des mécanismes de veille forts, solides, et des mesures de prévention en cas d'épidémie. Donc, ce système de veille a été mis en place et a fonctionné. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons un peu renforcé ce système depuis la pandémie du COVID-19. Vous avez entendu M. Barbosa, nous n'avons pas encore eu de retour d'effets secondaires négatifs pour ce vaccin dans notre région. Je vous garantis, si nous en avions, nous nous y attellerions. Je crois que si nous voulons prendre un bon exemple, par exemple, considérons ce qui s'est passé en Israël. Israël récemment a signalé qu'ils étaient arrivés à l'immunité collective. Et sur cette base, grâce à la taux de couverture du vaccin contre la COVID. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils ont réouvert leur économie, leurs écoles, le port du masque par la population. Ils abaissent les restrictions à la distanciation sociale et ça marche, mais ça dépend de chacun de nous qui doit s'engager à se faire vacciner. Soyons clairs, les risques de tomber malade à cause des vaccins, non, de la maladie en soi est beaucoup plus importante que de subir un effet secondaire de la vaccination. Donc, je m'en remets avec vous. Je m'en remets à vous. Faites-vous vacciner, c'est notre responsabilité personnelle pour nous, pour nos familles, mais aussi pour nos pays. Nos pays ne peuvent pas faire repartir leurs économies avant que nous stoppions cette pandémie. Donc, jouez votre rôle. Merci, Dr. Etienne. Et la question suivante est de Adriana Brasileiro de Miami Herald et je vais lui passer la parole.
Adriana, s'il vous plaît. Thank you. I have a question about Cuba. It's a country that's betting on. Une question sur Cuba, un pays qui parie sur la création de son propre vaccin pour inoculer sa population. Qu'est-ce que l'OPS peut nous dire sur ce développement du vaccin par Cuba? Est-ce que la Soberana 2 elle est proche de l'étape de la production? Autre question, avez-vous confiance que Cuba, les industries biotechniques de Cuba vont réussir à produire un vaccin contre la COVID? Ils vont commencer la campagne de vaccination au début de l'été, ainsi que certains membres du gouvernement cubain l'ont dit. Barbosa, vous pourriez y répondre? Merci, Adriana, pour cette question. Je vais vous dire quelle est la situation. Ce qui est important, c'est que tout vaccin, tout projet de développement de vaccin en Amérique latine et aux Caraïbes est la bienvenue. C'est très important de reconnaître les efforts de nombreux gouvernements, instituts universitaires qui essaient de développer leur vaccin. C'est important parce que nous aurons peut-être besoin de vaccins contre la COVID-19 pendant plusieurs années. Au cas, il faut un renforcement ou contre des variants. Donc, c'est bon d'avoir plus de capacité de production du vaccin dans notre région. Deuxièmement, selon les informations dont nous disposons, le vaccin Soberana 2, on est à la phase 3 des essais cliniques. C'est important, tous les vaccins en médecine, avant qu'ils soient autorisés à être utilisés sur la population, il faut qu'ils achèvent la phase 3 des essais cliniques, fournissent des informations et doivent recevoir une licence de la part d'une autorité sanitaire nationale. Ce sont des décisions souveraines à chaque pays. Les pays n'ont pas besoin de soutenus par l'OMS ou l'OPS. Ils prennent chaque fabricant doit fournir un dossier pour qu'il puisse être autorisé. Donc, pour qu'un vaccin puisse être acheté par le fonds rotatif de l'OPS, il doit être préqualifié ou recevoir une autorisation d'usage d'urgence par l'OMS. Il n'y a que 4 vaccins qui ont reçu l'AstraZeneca, produit dans 3 lieux de fabrication, et le Johnson vaccin, le vaccin de Johnson Johnson qui devrait voir son évaluation prête d'ici 2 à 3 semaines. Donc, le vaccin Soberana 2 fait partie est un entre 91 projets de vaccins dans plusieurs pays et régions. Donc, ce sont de bonnes nouvelles, mais tous les vaccins dans la région ou d'autres régions doivent passer par le même critère, les mêmes tests pour pouvoir se bénéficier du fonds rotatif renouvelable. Ils doivent recevoir le cachet de l'OMS, indépendamment du pays. Donc, c'est une décision de chaque pays qui doit présenter un dossier et nous fournirons les infos sur la qualité et la sécurité et de l'efficacité de ce vaccin spécifique Soberana 2. Merci. Merci, docteur. Et la question suivante est de Douglas McIntosh du Jamaica Service en anglais. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur les facteurs qui sont engagés dans les essais cliniques et où est-ce qu'ils en sont dans leur engagement et combien de fabricants complémentaires se sont montrés intéressés à rejoindre le mécanisme COVAX pour produire le vaccin? Docteur Barbosa. Merci pour cette question. Je crois que c'est une question à laquelle je viens juste de répondre. Il y a maintenant 91 projets de vaccins, projets de développement de vaccins qui en sont à la phase d'essai clinique, plusieurs phases. Il y en a qui sont à la phase 1, phase 1, barre 2, phase 2, phase 3. Nous le savons parce que il existe une plateforme publique coordonnée par l'OMS qui examine tous
essais cliniques et avec un téléchargement, des téléversements des données sur cette plateforme. Donc, avec une mise à jour, une actualisation toutes les semaines. Donc, au jour d'aujourd'hui, 91 projets de développement de vaccins en plusieurs phases. C'est encore de nouveau une bonne nouvelle et j'espère que tous les 91 iront jusqu'au bout des essais cliniques et qu'ils obtiendront des bons résultats, autant en termes de sécurité que d'efficacité. Pour ce qui est des gens qui veulent rejoindre, des fabricants qui veulent rejoindre le mécanisme COVAX, parce que donc 16 projets de développement de vaccins reçoivent des fonds de ce pilier et sont engagés à produire des vaccins qui devront être distribués à travers le mécanisme COVAX. On parle de 16. Quelle est la situation actuelle? AstraZeneca produit sur plusieurs sites, en Chine, en Espagne, en Italie. Ils se sont engagés. Ils ont signé des contrats avec COVAX. Nous avons l'Institut indien du sérum qui va produire là-bas. Il y a Pfizer, Janssen et nous sommes en négociation avec d'autres fabricants. Mais rappelez-vous qu'il faut qu'ils reçoivent la validation de la préqualification avant qu'ils puissent être achetés par le fonds renouvelable et ensuite acheminés en Amérique latine ou aux Caraïbes. Bon, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de fabricants, c'est que même les fabricants qui se sont déjà engagés vis-à-vis du mécanisme COVAX, ils ne vont probablement commencer avec leur calendrier et à déployer leur vaccin pour le mécanisme COVAX à la fin juin, début juillet. Donc, je crois que le plus grand problème que nous avons affronté maintenant, c'est de limiter l'accès à des produits qui sont déjà compromis, sont déjà promis. Donc, l'équipe de préqualification de l'OMS est en train d'analyser les dossiers pour Moderna, Sinopharm, Sinovac et d'autres vaccins qui se échangent des informations avec l'OMS, mais il faut répondre à cet accès limité avec des produits, des vaccins qui sont déjà engagés à fournir le mécanisme COVAX pour garantir qu'ils vont remplir leur part du contrat, fournir les vaccins et anticiper pour permettre un accès plus large pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Merci. Merci, docteur. Et pour partager dans notre chat, nous sommes en train de partager un lien où vous pouvez voir l'état où se trouve le processus d'évaluation des différents vaccins. Et la question suivante est de Natalia Vittel du journal Réforme du Mexique. Elle a envoyé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que les jeunes restent plus de temps à l'hôpital que les gens plus âgés? Docteur Alighieri, s'il vous plaît. Merci Sébastien, merci aussi à la journaliste. Justement parce qu'ils sont plus jeunes, les jeunes sont plus résilients aux complications qui se développent dans un contexte de soins intensifs, des complications telles que la pneumonie, sepsis, des problèmes cardiaques, rénaux, etc. Les jeunes également souffrent moins de maladies chroniques qui puissent compliquer le COVID-19 et pour les personnes qui sont hospitalisées dans les soins intensifs. Une fois qu'ils sont à l'hôpital, dans les soins intensifs, les plus jeunes vont avoir moins de complications par rapport aux soins plus spécialisés ou vont avoir des complications à un moment enfin plus tard dans leur évolution, dans l'évolution de leur maladie. Cependant, dans la région, et c'est un avertissement, nous voyons une proportion importante de jeunes gens qui vivent des complications, ce qui signifie
ce qui montre l'importance que tous suivent les mesures de soins et justement avoir accès aux services de santé et qu'ils puissent avoir une consultation médicale la plus précoce possible à partir du moment qu'ils aient, la maladie. Merci. Merci, docteur. La suivante question est de Francisco du Governors en Argentine. On recommande le vaccin avec une seule dose pour ceux, au lieu d'une seconde, pour ceux qui n'ont pas accès à des vaccins pour toute la population. Donc, vacciner à plus de personnes avec une seule dose au lieu d'avoir des personnes avec les deux doses. Qu'en pensez-vous? Merci. En plus de la livraison des vaccins, la OPS proportionne de la coopération technique au pays avec des recommandations sur comment on doit employer ces vaccins. Ces recommandations sont alignées avec les recommandations faites par le groupe stratégique des spécialistes des vaccins de l'OMS. Et ces recommandations sont mises à jour quand on a plus de données. Et nous sommes encore en train de produire plus de données à travers le monde réel pour bien savoir comment travailler avec les vaccins. Ce que nous avons, nos recommandations, c'est que nous n'avons pas d'évidence pour recommander qu'une seule dose, parce que le seul vaccin qui a présenté des données pour la révision et pour le groupe de SAGE a été avec une dose, c'est le vaccin de Janssen, qui est la division de Johnson & Johnson. Ce vaccin a présenté des données de son efficacité avec une seule dose. Tous les autres vaccins ont présenté des données pour 2 doses. Donc, les connaissances que nous avons, c'est qu'il y a des études avec des vaccins qui ont déjà été employés avec 2 doses et qui sont en train de faire des preuves pour n'employer qu'une seule dose. Mais ce ne sont pas des études qui se soient encore complétées et les États ne sont pas encore prêts pour la révision. Donc, la recommandation en ce moment est d'employer 2 doses. Les vaccins, on doit utiliser justement le délai maximum entre le premier et le second vaccin, justement de façon à pouvoir vacciner plus de personnes. Par exemple, avec AstraZeneca, c'est la recommandation à recommander et nous partageons justement ces informations avec tous les pays de la région qu'on devrait employer justement le délai maximum de 12 semaines de façon pour la seconde dose, de façon à permettre que plus de personnes puissent être vaccinées. Donc, en ce moment, les vaccins qui ont été approuvés pour 2 doses doivent suivre avec 2 doses jusqu'à ce qu'on ait des informations qui puissent être effectives, qu'elles puissent être efficaces avec une seule dose. C'est ça. Merci. Merci, docteur. Et nous arrivons à la fin de notre séance, notre conférence de presse. Et la question suivante vient de Castro, de journaliste de Colombie. Et il y a une question semblable de Gisèle de Associated Press. Camille nous demande en anglais. J'aimerais savoir si la Colombie sera une des bénéficiaires des donations de vaccins de la part du gouvernement espagnol après que le président Pedro Sánchez a dit qu'il distribuerait entre 5 et 10% de ses vaccins, ses excédents de vaccins pour l'Amérique latine. Et par rapport aux États-Unis, Salomon nous dit que pour la cause de solidarité de la part d'organisations internationales, des pays développés comme la France et les États-Unis ont promis de faire des donations de vaccins. Est-ce que vous avez des indications que les pays d'Amérique latine vont se bénéficier de ça? D'abord, laissez-moi remercier les journalistes pour cette question. D'abord, nous sommes tout à fait enthousiastes et nous sommes prêts à recevoir ces doses. L'OPS a
négocier avec ces pays ce partage des doses. Donc, le mouvement de l'Espagne, c'est une preuve de solidarité et une contribution au bien-être de nos populations. Nous félicitons aussi le gouvernement des États-Unis, plus tôt cette semaine, qu'ils eux aussi vont partager 60 millions de doses de leur vaccin, du vaccin AstraZeneca. Nous voyons ces engagements comme des pas très importants qui vont dans la bonne direction et une tendance que nous espérons va être suivie par d'autres pays qui sont capables de procéder à des donations. En effet, nous exhortons les autres pays à s'engager de la même manière. Aucun vaccin ne devrait être stocké dans des hangars alors qu'il pourrait être utilisé tout de suite pour sauver des vies. Et l'OPS est prête à déployer des vaccins très rapidement dans les pays de notre région qui ont été affectés par la pandémie et qui se battent aujourd'hui pour avoir accès à plus de doses. Comme je l'ai dit plus tôt, nos États membres ont montré leur capacité de livrer ces vaccins de façon efficace et de protéger leurs travailleurs de santé ainsi que leur population vulnérable. Revenons à la question originelle de la Colombie. L'OPS discute de façon active avec le gouvernement espagnol et d'autres gouvernements pour requérir des donations d'excédents de vaccins en soulignant les besoins importants de notre région. Dans son engagement, l'Espagne a indiqué que cette donation devrait être acheminée à travers le mécanisme COVAX en donnant la priorité à l'Amérique latine et les Caraïbes. L'OPS, grâce au fonds renouvelable, supervisera la distribution à nos pays, mais aucun pays bénéficiaire n'a encore été choisi. Nous restons en contact avec l'Espagne pour ce qui est du calendrier et des quantités qui vont être données. Et une fois qu'on aura plus d'informations, l'OPS proposera une stratégie centrée sur l'équité et on prendra tout à fait, surtout en compte, les pays qui ont reçu peu de vaccins au jour d'aujourd'hui. Donc, restez informés et merci d'avoir participé à cette conférence de presse hebdomadaire. Merci, Dr. Étienne. Et maintenant, nous sommes arrivés à notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations dans la page web www. Et vous pouvez continuer en contact avec nous par le email. Nous nous voyons la semaine prochaine. Prenez soin de vous tous. Au revoir.